Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 13. Mais à quoi je vais jouer à Noël? Comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va bien? Oh oui, ça va bien, toi? Ok oui, c'est déjà Noël qui s'en vient. Ben ouais, ça arrive vite, hein. C'est sûr que nous on est un petit peu en avance, mais réellement c'est là, c'est à nos portes. Noël est là. Est-ce que tu te pointes dans les parties de Noël avec des sacs remplis de jeux, pis t'es comme, j'ai plein de nouveaux jeux à adresser à tout le monde, je suis full excité, t'en amènes 10 fois trop, pis t'es vraiment emballé de jouer? Ah ben, tu sais, ma devise c'est qu'on n'amène jamais trop de jeux, hein. Oh, Fait quelle que, bonne devise! c'est que ça fait en sorte que j'en ai toujours un petit peu beaucoup, oui, en effet. Magnifique, ben on aura le temps de découvrir tout ça un peu plus tard dans l'épisode. Mais avant tout, bien entendu, on va y aller avec un petit peu d'actualité ludique. Jeff, je pense qu'il y avait quand même des gros événements qui se sont passés là, récemment à Montréal. Ben oui, au moins un gros événement, en fait, c'est le Salon de jeu de Montréal qui a eu lieu le 24 et le 25 novembre passé. Donc, première édition là, pour le salon au marché Bon Secours. Donc, qui ont changé de lieu et qui sont rendus dans un lieu très haut de gamme. Oh oui, et là, c'est la classe! Ah C'est oui, la c'est la grande classe! classe. En Magnifique effet. lieu pour Alors, un salon du jeu. Ben, ça a été un super événement. J'étais présent les 2 jours. Écoute, samedi, ça a été beaucoup trop plein, peut-être même. Donc, je pense que le Victime salon, de son succès. exactement, est victime du lieu, peut-être, qui aide vraiment beaucoup à plus de gens d'y aller, d'y participer. Écoute, c'est un salon que, bon, à peu près toute l'industrie du jeu était là, les kiosques, beaucoup de distributeurs, dont Ilo 307, Luma, il y avait aussi Randolph. Donc, il y avait beaucoup de kiosques là, de distributeurs, il y avait quelques éditeurs. On a pu voir aussi quelques jeux, en fait, de Kickstarter. Là, on avait Goblivion, là, l'auteur de Goblivion, qui était là avec son jeu aussi. Donc, ça s'est super bien passé. Écoute, ben moi, j'étais... C'est sûr qu'il y avait plein d'autres mondes aussi, mais tu sais, comme vous pouvez voir, le grand chef ne vous mentionnera pas maintenant, mais peut-être dans un autre épisode. Ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde. On était, d'ailleurs, moi, je m'occupais de la zone proto et on était à côté, évidemment, du scorpion masqué, de leur décrypto géant. Oh! Toujours cool à voir. Donc, pour la zone, oui, exactement, la zone proto, il y a eu 8 auteurs par jour qui étaient présents, présenter leur jeu. Et bon, comme il y a eu beaucoup de monde, ben, ça a été très populaire. Les auteurs ont vraiment pu faire tester leur jeu le plus possible. On avait d'ailleurs le gagnant du plateau d'or cette année qui était Nouvelle-France. Et on a eu quelques finalistes là, qui étaient présents, qui sont venus aussi. Et d'ailleurs, toi, t'étais présent? Oh oui, j'étais là, bien entendu, Zone Proto. Je suis un grand fan de Zone Proto. Bien organisé, tout ça, c'est vraiment cool. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, JF, là, c'est qu'il y avait des gens du grand public, on s'entend, qui viennent dans un salon de jeux de société et ils essayaient les jeux des auteurs d'ici, des prototypes qui ne sont pas encore commercialisés. Ouais, exactement. Écoute, ben c'est sûr que le salon, ça fait peut-être 3 ans que la zone proto existe, donc je pense ça commence à être quelque chose qui est connu puis qui est su que ça existe. Mais malgré tout, mon rôle est un peu justement d'informer les gens de cette zone-là et qu'est-ce qui se passait dans cette zone-là. Et je peux voir que la majorité du monde était vraiment intéressée. Puis parce que je leur disais, hey, c'est des auteurs, c'est des jeux qui sont pas commercialisés, qui sont en train de créer, ben ça leur donnait le goût d'aller voir puis d'aller parler à ces auteurs-là puis d'explorer des nouveaux jeux là, comme ça, un peu assez inédits. Fait que je vois que... Exclusive! Ben oui, puis ce qui est le fun, c'est que tu vois aussi que ben, de plus en plus, je pense que la clientèle moyenne du salon ben, devient de plus en plus gamer, ou du moins de plus en plus habituée au jeu, donc s'intéresse de plus en plus à ce genre d'aspect-là. Donc, ben, pour la zone, ça s'est super bien passé. Je pense que l'événement était très content là, des résultats, puis ils ont fait ils ont eu beaucoup d'entrées.
Peut-être on va voir déjà un agrandissement du salon pour l'année prochaine. Ça reste à suivre. Faut dire que le salon, là, c'était sa 5e édition et ils ont passé 2 ans dans un premier local, ils ont passé 2 ans dans un autre. Donc, est-ce qu'ils vont passer 2 ans ou ils vont tout de Les suite passer à locaux un plus gros? miteux, on se le cachera pas, hein. Ben, c'était Non, pas c'était aussi une la blague. classe. C'était pas aussi la classe, faut dire. Non, c'est clair que là, c'est Mais un, c'était un beau correct. step. Puis, ben, effectivement, Mega Event, je pense que ça va continuer de grossir, comme tu le dis. Et on a bien hâte à l'année prochaine déjà, hein? Ouais. 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 Est-ce que la zone proto va être encore là l'année prochaine? Ben, j'espère, on va voir. Ça devrait. Écoute, on a quand même une bonne collaboration avec le salon. Puis, je pense que le salon est content d'avoir une zone comme ça. Là, puis d'avoir des auteurs locaux là, qui se déplacent. Puis qui viennent présenter leur jeu. Donc, je pense que c'est donnant-donnant. Donc, on va continuer à être présent, je pense bien. Ah, ben, c'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup, JF, hein? C'était très cool de t'avoir à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Ciao. On parle pas souvent de toi, JF, pour tout ce que tu fais là, dans le monde du jeu et tout ça. Il faut vraiment faire un épisode sur Chief, le Big Chief, ça serait intéressant, mais c'est toujours cool. Zone Proto, vraiment un beau projet. Vous avez des protos, vous êtes un auteur, vous savez pas trop quoi faire, où aller. Zone Proto, c'est vraiment la bonne destination pour ça. Là. Oh yeah. Sinon, JF, t'as-tu d'autres choses à Ouais. nous dire? T'as-tu joué à des jeux intéressants ces jours-ci? Ben, ces jours-ci, je joue tout le temps à des jeux, mais écoute, on est un peu en retard là, sur toute la liste qui s'est accumulée des jeux de SN, des Oh nouveautés non! qui sont tu sais, déjà dépassées. Ah non, là, c'est des vieux pratiquement, jeux, je là. parle plus de ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas excitant. Mais oui, je voulais parler du jeu Fuji, donc qui est le nouveau jeu de l'auteur Wolfgang Warch. Et Fuji, ben, c'est un jeu coopératif dans lequel on essaie d'échapper à un volcan en feu, en flammes, qui va un peu nous poursuivre. Et notre but, ça va être de traverser le plateau de jeu qui est fait en tuiles par ailleurs, et de traverser là, et que tous les membres du groupe arrivent en sécurité sans se faire attraper par la lave. Écoutez, Wolfgang Watch, c'est l'auteur aussi de The Mine et je pouvais le sentir dans ce jeu. Donc, c'est pas The Mine, le jeu de plateau, mais pratiquement là, dans une certaine mesure parce que c'est un jeu coopératif où on va rouler des dés, mais secrètement. Et évidemment, on ne pourra pas communiquer aux autres joueurs qu'est-ce qu'on a roulé comme figure de dés. Et à ton tour, ben pas à ton tour, mais chaque joueur va devoir faire un mouvement, donc se déplacer sur une autre tuile. Et les tuiles ont des exigences. Donc, il faut que tu t'ailles rouler le plus de rouge parmi tous les joueurs. Bon, il y a des exigences de couleur à respecter. Et pour pouvoir te déplacer là, ben, il va falloir que ça soit toi le joueur qui respecte cette condition-là, mais que c'est toi qui en aille le plus. Donc, tu sais, je n'ai pas d'exemple clair en tête, là, mais disons le plus de dés rouges, la plus grande valeur en dés rouges, disons. Ben, là, tu sais peut-être que tu sais, moi, si je vais sur la tuile, ça veut dire que je signifie aux autres que j'ai peut-être plusieurs dés rouges, mais peut-être qu'un autre joueur va dire non, c'est moi qui vais aller là. Donc, il y a comme une communication indirecte dans le choix des tuiles, parce que quand tu vas proposer, dire je peux aller là ou je peux aller là, ben ça te donne un peu des indices sur ce que les autres, ben ce que t'as en main, donc ça donne des indices un peu pour les autres, à savoir qu'est-ce qui pourrait réussir ou pas comme mouvement. Et une fois qu'on a programmé, ben dans le fond, bon, il y a des petites phases qui nous permettent de rerouler des dés et tout ça, et on va dévoiler, on va regarder si on réussit nos mouvements, et si on respecte les conditions et qu'on est le joueur qui en a le plus, ben on peut effectuer notre mouvement. Donc, beau petit jeu, je trouvais que c'est une mécanique intéressante de dés qu'on n'avait pas beaucoup vu, qui s'inspirait beaucoup de son autre jeu de communication un peu indirect. Puis, ben, c'est ça, Wolfgang Weich, c'est l'auteur, évidemment, bon, de The Mine, mais aussi de 2 autres jeux qui étaient en nomination cette année, donc Réfuté et Les Charlatans de Kallenbourg. Pour finir peut-être sur l'auteur, en fait, c'est une petite mention parce qu'à chaque année, le Randolph donne un prix, le meilleur jeu de l'année selon le Randolph. Et The Mine, d'ailleurs, a été nommé cette année comme le meilleur jeu de l'année 2018. Évidemment, c'est un prix remis, c'est juste une mention donnée par le Randolph. C'est aussi beaucoup des jeux qui marchent au pub et qui devrait être encore joué dans plusieurs années. Donc ça, c'était The Mine, ça a été la sélection du Randolph. Je voulais faire un petit mot là-dessus parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte d'essayer aussi à Noël plus avec la famille et de le tester un peu plus. Là.
Oh oui, ben en fait, justement, quel bon pont avec le thème de l'épisode, les jeux de Noël. C'est magnifique tout ça, en fait, des vrais professionnels à l'œuvre. De mon côté, j'ai joué à un jeu au LAL, justement, donc un jeu qui est sorti récemment. C'était le jeu Franchise, ou comme diraient les Anglos, Franchise. Ok. Thématique trop cool, en fait. Là. Juste la boîte est ultra attirante. Tu joues des franchises des années 50. Donc, tu peux jouer un vieux, ben pas un vieux, mais un fast-food des années 50. Donc, tu sais, très old school, là, bien brun et tout ça. Tu peux jouer une compagnie qui vend du détergent à lessive. Ou, tu sais, donc, tu as toutes des franchises comme ça. Ça, c'est vraiment juste la thématique, la Ah, saveur. cool. Euh, Mais pas juste dans la nourriture, là, c'est un peu... c'est ça, exact. La nourriture, dans le fond, c'est les burgers, mais toutes les autres, c'est d'autres types de franchises des Ok. années 50. Là, tu sais, donc, très classique là, dans le style graphique. Et c'est un jeu où on va bâtir si on veut, un réseau. Là, on va connecter des villes une à l'autre avec nos franchises. Mais vraiment, la twist de ce jeu-là, la particularité, c'est que tu vas te déplacer à travers les routes des États-Unis. Ça se passe bien entendu aux États-Unis, sur une map des États-Unis. Mais la façon dont les routes sont dessinées, t'as disons la route, l'autoroute, mais t'as aussi les routes régionales, les routes provinciales, les routes locales et tout ça. Mais la façon dont c'est fait, c'est tellement visuellement intéressant, en fait, très dur à décrire. Je vous invite à aller regarder un peu sur Internet, franchise, parce que c'est comme, les flèches vont être beaucoup plus grosses si elles vont loin et beaucoup plus petites si elles vont pas loin. Donc ça fait un effet de perspective. Et le jeu des couleurs, en fait, juste quand on a ouvert le plateau, on était comme, oh wow. Vraiment un beau jeu. Et super bon jeu de création de réseau, justement, assez classique, mais très bien exécuté. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ça, en fait. Je trouvais que ça rafraîchissait le style qu'on n'avait pas vu quand même depuis un certain temps. Jeu super intéressant, en fait. Je vous le recommande fortement. Ouais, c'est un Queen Game, hein, si je me trompe Ouais, pas. exactement, Donc, exactement. Donc, tu sais, que un jeu dans... très professionnel, Ouais, c'est très ça, simple d'habitude. à apprendre, les règles sont super bien écrites. Mhm. C'est ça, exactement. On n'est Donc, ça pas vaut dans la du peine. faux chain maniac, là. On n'est pas à Euh, ce niveau-là, là. Non, c'est ça, exactement. Non, non, c'est quand même assez simple comme jeu malgré tout. Là. Tu sais, une On parle quinzaine de minutes pour les d'un... règles. Ouais, on parle d'un jeu de quoi, 1 heure et demie environ? Une heure et demie? Ah ouais, à peu près, même avec les règles. Je pense que nous, on était trois et c'est ça que ça nous a pris 1 heure et demie pour jouer la partie en lisant les Ok. règles et tout ça. Fait Ok, que très cool, excellent. Cool. très intéressant. Ok, je vais parler d'un autre jeu. Peut-être un petit dernier, un autre jeu que j'ai essayé au LAL, évidemment. Ben là, il faut absolument que t'en parles parce que je suis trop curieux. Là. Je vois c'est lequel sur la feuille, là, puis je suis Ben comme oui, mais ouh. là, tu l'as pas essayé, Je c'était ton l'ai pas occasion. essayé, il était dans mes top jeux. Qu'est-ce que j'ai Ça a fait? été dans mes top meilleurs jeux du LAL d'ailleurs. Là. Oh. Chronicle of a Crime, donc une tentative de jeu qu'on pourrait qualifier de hybride, dans lequel c'est un jeu coopératif de détective là, en soi, où nous allons être des inspecteurs et devoir résoudre un crime ou une affaire. Et vraiment la particularité du jeu, c'est que premièrement, c'est très... c'est des scénarios, donc c'est très storytelling, donc il y a tout un scénario vraiment monté, il y en a évidemment plusieurs. Il y a aussi l'utilisation d'un téléphone, donc au moins un qui doit être utilisé durant la partie, et qui va nous servir à aller interroger les gens et à inspecter des objets sur la scène de crime. Donc, première chose, Chronicle of Crime. évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur le lieu du crime. Et une des premières options dans le jeu qui nous est offerte, c'est d'observer le lieu. Donc, on va se mettre en mode observation. Et il y a des petites lunettes là, qui viennent avec, qu'on peut mettre là, pour voir une vue un peu 3D, mais on peut le jouer sans ces lunettes-là aussi, sans problème. Mais c'est vraiment une vue en 360 d'un lieu, évidemment, bon, créé par l'ordinateur et tout, mais on va inspecter ce lieu-là à l'aide de notre téléphone et on va vraiment se déplacer, on va se lever, on va tourner en rond. Tu vas inspecter le lieu et tu vas dire ce que tu vois. Ah, je vois des papiers, je vois une arme, je vois du sang. Et les autres joueurs vont regarder dans le paquet de cartes et vont essayer de trouver les mêmes éléments, donc les sortir.
ce qui va nous permettre d'aller interagir avec ces éléments-là. Parce qu'une fois qu'on a fini d'inspecter, bon, on retourne dans le jeu, et dans l'application, on peut scanner les cartes à l'aide d'un QR code. Donc, chacune des cartes a un code, on va pouvoir aller la scanner et interagir avec. Donc, interagir, généralement, ce que ça va te permettre, c'est de soit juste l'observer, l'objet, ou interroger quelqu'un à propos de cet objet-là. Fait que tu as juste à scanner le personnage, et là, pour lui parler, tu vas scanner une des cartes, donc un des objets qui a potentiellement entré en contact avec, et tu vas avoir son texte, puis ça va dérouler comme ça. Tu peux, évidemment, là, il y a 4 professionnels, là, le criminologue, la morgue, tout ça, que tu peux aller voir aussi, donc tu peux inspecter le corps, en aller voir ce professionnel-là et tout. Et le jeu progresse comme ça, puis ton but, ça va être évidemment arriver à la fin, compléter le scénario, comprendre tout ce qui s'est passé, et un peu, bon, comme fait toujours Sherlock Holmes Détective Conseil, à la fin, tu vas avoir une série de questions qui va te donner ton score final là, au jeu. Donc, les pénalités, il y a des petits bonus, il y a des side quests, là, si on veut, sur ça. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là. J'ai fait, je pense, 3 scénarios dessus déjà. Et il marche vraiment bien. Écoute, c'est vraiment une version moderne de Sherlock Holmes. Là. C'est un peu ce feeling-là, sans toute la lourdeur un peu du texte, mais tous les lieux puis la charge motive liée à l'histoire elle était très présente. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup d'extensions qui s'en viennent pour eux, des scénarios qu'on va pouvoir... En fait, probablement peut-être pas le premier, mais un des premiers jeux qu'on va pouvoir réellement acheter un scénario sur notre application, et on n'aura pas besoin d'acheter un matériel physique. Donc, pour acheter une extension, parce qu'on va juste avoir besoin à télécharger la nouvelle... le nouveau scénario qui va jouer avec toutes les pièces qu'on a déjà. Évidemment, il va y en avoir d'autres, des extensions qui vont sortir avec des pièces physiques, mais c'est ça, les petits scénarios qu'on va pouvoir acheter pour continuer à jouer, continuer à explorer ce jeu-là. Donc c'est sûr que ça vient pas avec beaucoup de scénarios, je trouvais, peut-être 5-6 si je me trompe pas. Mais bon, c'est un jeu qui, je pense, qui vaut la peine là, pour 2 ou 3 dollars un nouveau scénario, ça peut vraiment valoir la peine, surtout si tu fais ça en gang d'amis. Fait qu'un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, Chronicle of a Crime. Ouh, ça a l'air fou quand même, hein? Vraiment un jeu hybride, comme tu disais. Il y en a pas beaucoup, mais je souhaite en voir plus. Là, c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'on tend à se diriger vers ce genre de jeu. Il y en a d'autres jeux qui utilisent un support d'application, des trucs comme ça, mais je trouvais que c'est probablement un des premiers jeux où l'application était aussi importante. C'est aussi importante que le jeu, que le plateau, que le matériel. Et fait que c'est pour ça que je dis que c'est un jeu hybride. Probablement une des meilleures formes là, jusqu'à présent là, que j'ai pu voir. Là. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent qu'ils n'ont pas de téléphone? Je vais leur dire d'acheter un des 3999 autres jeux qui existent, qui sortent par année. Bonne réponse. Non, mais je pense qu'on est rendu à cette époque où tu peux assumer que si tu joues à 3 ou 4 joueurs, il va y avoir au moins un joueur qui va avoir un téléphone intelligent. En tout cas, du moins, les compagnies de jeux de société sont rendues à accepter cette réalité-là. Ah ben c'est cool, hein? Ça, c'est intéressant de voir ça. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, là, cette mixité entre les genres. D'ailleurs, si je me trompe pas, on en avait parlé déjà, mais il y a un Game Jam qui approche, organisé par Jam Nation, qui va être hybride, c'est ça? Absolument. Ouais. Ça s'en vient, des communications officielles sous peu, peut-être déjà sorties là, à l'heure de l'écoute, à l'heure de la sortie de l'épisode. Mais oui. Ok, alors on va passer au segment suivant. Tu sais, JF, j'avais déjà mentionné brièvement à quel point j'aimais pas les Kallax et tout le mouvement sur Internet qui vient avec ça. On avait rencontré Steve et Cynthia l'autre fois, puis on avait parlé brièvement, puis je leur ai dit, tu sais, j'avais prévu péter ma coche sur les Kallax, mais vous êtes trop sympa, fait que je peux pas, tu sais. Et là, aujourd'hui... C'est juste reporté. En fait, je croyais que c'était évacué, mais là, aujourd'hui... j'étais sur l'internet, sur des groupes de jeux, en fait, hein, aléatoirement comme ça. Et j'ai vu trop de publications consécutives sur les Kallax. Et en fait, ça m'a
Ça m'a mis hors de moi, en fait, je pouvais pas résister. J'ai dû quitter le bureau prématurément, en fait, parce que j'étais pas en état de continuer à travailler. Ok. Hashtag FeedMyCalax. Donc, ça commence comme ça. Hashtag FeedMyCalax. Quelqu'un va mettre une photo d'une Calax bien remplie, débordante de jeux, ok? Tu peux même pas les voir tellement qu'il y en a, ils débordent. Mais, FeedMyCalax. T'arrives à voir très clairement dans cette photo qu'il y a au moins 2 à 3 copies absolument dégueulasses de Monopoly. Un Destin, 2 Clous, un Opération. Non. Non. Ne me montrez pas une Calax remplie de ce genre de trucs. Ça devrait même pas être dans votre Calax. Gardez-les. Oui, ok, c'est des souvenirs, c'est le fun. Peut-être dans le fond, en dessous, caché, un dans lequel vous avez une espèce de souvenir. Mais non. Destin! Feed my Calax. 2 photos de suite avec Destin dedans. Sérieusement, je m'excuse. Hein, je veux pas que vous vous sentiez visé par ça. Vous comprenez, c'est... Mais bon, faut bien que ça change ces choses-là. Hein? Sinon, une bonne façon de remplir votre Calax, c'est aussi juste de kickstarter 1 ou 2 gros jeux du moment. Vous allez recevoir tellement de boîtes que vous allez pouvoir la remplir d'une shot avec ça. Et ça sera vraiment pas tant compliqué. Sinon, l'autre chose, bien entendu, Feed My Calax. Ça vient d'où, ça, Feed My Calax? Ça vient des gens qui achètent une Calax sans avoir de jeu. Sans avoir de jeu! Sans avoir de jeu. J'ai acheté une Calax et je ne possède aucun jeu. Hashtag Feed My Calax. Dites-moi ce que je dois acheter. Ok, je vous dis ça en toute conséquence, en toute connaissance de cause. Dans mon temps, quand on achetait des jeux, probablement on avait une Billy, pas une Calax. Et jeux-là, selon moi, c'est plus pratique. Et ensuite, je vous le dis en toute connaissance de cause, parce qu'on les voit, les Calax remplis de jeux. Des jeux, c'est tous les jeux génériques du moment. Tous les jeux qui sont la saveur, le pétillant du moment. Soyez prudent avec ça. Ma bibliothèque est remplie de saveurs du moment de 2010. Quelle déception. Vous connaissez peut-être le jeu Milestone. La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je me suis dit, dans 10 ans, on va encore jouer à ce jeu-là. C'était la seule fois que j'y ai joué! Donc, avant de penser à remplir votre Calax, pensez plutôt à consommer des jeux de façon modérée. Le temps des fêtes arrive. Oui, achetez des jeux pour vos proches. Rendez-les. Noyez-les de jeux s'il faut. C'est vraiment le moment de l'année pour créer des nouveaux joueurs. Donc, ça vaut la peine. Mais restreignez-vous. Achetez pas tous les jeux du moment, toutes les saveurs. Tout ça, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Vous allez vous retrouver enseveli dans un monde de jeux et après, vous allez devoir gérer une collection. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, ce message se termine en fait dans la paix. Soyez prudents hein, avec les temps des fêtes qui approchent. C'est facile de s'endetter. Wow! Donc, c'est bon. Cute. Désolé. Non, c'était excellent. Hein, ça finit avec une petite morale en plus. C'est tellement vrai. Là. C'est comme quand tu commences à triper sur les jeux, t'en achètes plein des jeux du moment, mais après ça, ils sont bons, mais c'est juste 2 ans après tu y joues plus, puis ça traîne, puis c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, je pense qu'une belle collection, t'as à peu près 100 jeux dedans. 100 jeux que tu fais rouler, tu fais des échanges, t'en vends, t'en rachètes un peu, mais tu tournes autour de ce chiffre-là. 100, 150 maximum. Dans la retenue et la... Ouais, c'est ça, exactement. Mais pas 150 d'un coup, là. Si t'en as 0, tu montes pas ça d'un coup, là. Non. Ben, c'est là que tu vas acheter plein de jeux inutiles dans ta collection, c'est que ça va exact. Juste gâcher ton image publique sur les réseaux sociaux. Mais à travers les années, ça va se remplir. Faut juste être patient, tu sais. Pas juste comme remplir la Calax d'un coup, là. Juste progressivement, puis on va être sûr que les jeux qu'on achète, ben on va encore vraiment vouloir y jouer là, dans 5 et 10 ans. Exact, c'est comme de la bonne viande, hein, on s'entend, la bonne viande... non, mais tu sais, un bon poulet, là, c'est pas un poulet qui a été gavé au grain pendant même pas 1 an de sa vie. Une bonne Calax, ce n'est pas une Calax qui a été forcée de manger des jeux.
C'est une galaxie qui les a accueillis graduellement et en toute sérénité. Excellent. Ok, bon, ben c'est bon, je m'attendais pas à ça, mais c'est arrivé quand même. C'était très bon. On va y aller maintenant avec un petit moment de Ludo-Sophie. Ludo-Sophie. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Élevez votre esprit pour un moment de Ludo-Sophie. Ok, alors Ludo-Sophie, vous savez, on va parler, on va philosopher d'un peu du ludique sur un livre, en fait, pour l'instant, qu'on a choisi comme ouvrage d'étude, qui est Board Game That Tell Story de Ignacy Trzewiczek. Aujourd'hui, en fait, c'est intéressant parce que c'est un article qui est dans ce livre-là, une chronique qui est dans ce livre-là, mais qui n'est pas écrit par Ignacy, qui est écrit par, et là, JF, peut-être que tu vas être mieux que moi pour la prononciation, mais Seiji Kanai de Love Letter, l'auteur de Love Letter. Ouais, je suis pas sûr, mais ça ressemble à ça. Bon, ben disons, sans trop manquer de respect, on n'a pas fait nos recherches trop avant, mais bon, l'auteur de Love Letter, Seiji Kanai, jeu japonais reconnu pour des jeux assez simples, minimalistes, écrit un article qui va comme suit. Bon, c'est une traduction assez libre. La chose la plus importante quand on crée un jeu. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important quand on crée un jeu? Est-ce que c'est l'argent qui est nécessaire pour imprimer le jeu? Ou est-ce que c'est le fait que les illustrations vont être vraiment calquées sur ta vision? Ou est-ce que c'est juste d'avoir un cerveau génial qui va être capable de manipuler vraiment bien les différents systèmes de jeu? Bien naturellement, c'est toutes ces choses-là ensemble pour que ça soit vraiment fluide comme expérience. Mais même si t'as tout ça, c'est pas suffisant. Et là, bon, c'est lui qui continue, bien entendu, qui dit depuis le temps que je fais ça, en fait, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui pensaient que créer un jeu ou rédiger des nouvelles, c'était simple, puis ils voulaient le faire. Il disait qu'il allait le faire, tout ça. Mais il y a tellement peu de gens qui l'ont fait et qui ont réussi surtout à le faire bien. Mais tu sais, un jeu, c'est un... Et là, en anglais, un rough gem enterré dans la terre. Il faut que tu le creuses, puis il faut que tu réussisses à l'amener à la vie, puis à l'extraire, à le polir pour qu'il y ait de la valeur, en fait. Donc, ce que je pense, pas moi bien entendu, Monsieur Canaille, c'est que le plus important pour créer un jeu, un bon jeu, ou en fait là il va même jusqu'à dire pour créer n'importe quoi qui a de l'importance, c'est de prendre une idée de ta tête et de l'amener dans le monde physique où elle peut être vue et touchée. Et pour faire ça, ça demande une chose: hard work, hard work, hard work, hard work. Et il y a une citation qui est super là-dedans. Je vais vous la dire en anglais, puis après on va sûrement pouvoir en reparler de toute façon. Il dit: hard work doesn't always result in success, but successes have invariably started with hard work. Donc le travail fort va pas nécessairement résulter en un succès, mais les succès ont absolument commencé avec du travail acharné. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça m'a rappelé aussi une autre chose que j'avais lu rapidement, qui était un article d'Antoine Boza. On sait qu'il a gagné le Spiel en 2013 avec Anabi. Et en fait, il y a un journaliste qui, et là, c'était peut-être pas nécessairement un journaliste le plus informé, mais qui lui a demandé si c'était son premier jeu à Antoine Boza. Donc déjà, c'était assez drôle. Mais en fait, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'après, il raconte un peu l'histoire d'Anabi. Et Anabi, c'est un jeu qui a commencé à travailler dessus en 2009, si on veut, sous différentes formes. Et il a gagné le Spiel en 2013. Donc, ça l'a pris environ, là, mettons, 4 ans avant que le jeu y aboutisse à sa forme comme on le connaît maintenant. Là. Donc, je trouvais que ça prouvait bien ça. JF, je sais pas si... Yeah.
si tu avais des choses peut-être à rajouter là-dessus. Toi, en plus, qui vois des jeux émerger chaque jour, donc tu peux voir la chaîne complète de travail qu'il y a dans un jeu, à quel point le travail acharné est essentiel. Ouais, c'est clair, puis tu sais, c'est vrai ce qu'il dit, là, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent le faire, mais peu de gens vont réussir à le faire, là, parce que c'est en effet plus dur qu'on a l'impression, puis souvent, une bonne idée, ça crée pas nécessairement le jeu, puis ça fait pas en sorte que ça va nécessairement marcher, même si l'idée de base est peut-être tu sais, géniale ou vraiment inédite et tout, ça reste, c'est beaucoup de travail. Clairement, ça en est plus quand tu débutes, parce que tu as beaucoup d'apprentissage à faire et je pense qu'à un certain point, comme auteur, ben, beaucoup d'auteurs ils ont de plus en plus de facilité à le faire, mais ça reste beaucoup de travail malgré tout. Euh, Puis, ben, tu sais, c'est pas pour rien que, mettons, il y en a pas beaucoup, mais les plus grands auteurs et ceux qui créent le plus de jeux, ben, et qui performent le mieux, ben, c'est souvent des auteurs qui ne font que ça ou, tu sais, qui ont pas d'autre travail et qui sont dédiés à ça, c'est pas pour rien. C'est facile, là, d'abandonner ou de travailler sur autre chose, de pas penser à ça quand t'as un autre travail ou t'as quelque chose d'autre qui te lie. Mais évidemment, c'est comme ça que tous les auteurs commencent et en faisant ça dans les temps libres le soir, le week-end, et c'est ça qui fait en sorte qu'ils permettent de pouvoir vivre de ça éventuellement. Donc, c'est une bonne phrase, une bonne citation en effet. Oui, ben c'est ça, je trouvais que c'était intéressant, puis vu que c'est ça, justement, j'avais vu Zone Proto en fin de semaine, tu vois des auteurs que ça fait, il y en a que ça fait plusieurs années qui travaillent sur des jeux, ils vont dans les conventions, justement, les salons de jeux différents pour le présenter au public, espérer d'avoir la visibilité, rendre leur jeu meilleur à travers des tests aussi. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Là, quand on pense qu'il y a des gens qui venaient de Québec, là, justement, pour tester leur jeu au salon du jeu de société, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, exact. Oh, ouais, beaucoup de travail, beaucoup de déplacements aussi, là, en effet. C'est beaucoup une vie de salon, puis de vouloir te promener, puis montrer ton jeu aussi, mais même pas juste en test, aussi après. Donc, tout le travail de marketing, là, aussi, qui demande beaucoup de présence dans ces événements-là, là, en effet. Là. Absolument, et ça, c'est sans compter toutes les nuits à couper du carton. Hein. Ouais, puis après ça, aller jeter, puis en refaire une nouvelle version. Ça, c'est vraiment... On a déjà parlé, même, c'était dans un segment Ludosophie, mais les auteurs qui débutent, ne faites pas l'erreur fatale qui pourrait tuer votre carrière dans l'œuf. Votre premier proto, s'il est beau, vous avez raté le bateau, en fait. Soyez prudents. Oh, ça rime en plus. Ouais, Wow. c'est bon. On est fluide, hein, ce soir. Ah ouais, fluide. C'est Noël. C'est Noël! Oh, shit. Bon, le petit eggnog, il a fait son effet, je pense. Je pense que là-dessus, on est prêt à aller justement au sujet du jour, qui est Noël. Les transitions sont top en plus, toutes. On n'a pas vraiment jeu de Noël. Qu'est-ce qu'on parlait pas, bien entendu, de jeux de thématique de Noël. Oh, non. Hey, une chance. Je sais même pas s'il y en a beaucoup. Hein. J'essaie de penser à quelques-unes. Je pense à Passe-moi le sapin du scorpion masqué. Ou quelque chose de même. Passe-moi un sapin du Je scorpion pense masqué. même pas à un jeu là, comme ça, là, sur le vif. Là. J'en ai même pas en tête un. Non, là. c'est Il ça, doit y en c'est avoir pas, au moins un ou deux, mais il y en a pas beaucoup. Non, il y en a C'est pas une thématique très populaire, faut dire. Hein? Ben, je te dirais, je pense que les thématiques de fight comme ça, c'est pas très populaire parce que on dirait que c'est bizarre de jouer à ce genre de jeu-là quand t'es pas dans cette période de... De l'année. Ouais, c'est vrai. ça. Pourtant, des trucs d'Halloween, il y en a plein. Hein? Et on a fait un épisode là-dessus. Il y a même un Ticket to Ride d'Halloween. Mais Halloween et horreur, c'est assez proche, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Ça peut peut-être sauver le coup. Hein? Mais c'est vrai que des jeux de Saint-Valentin, il y en a pas tant. Mais je rêve d'un jeu de Pâques. On pourrait dire que Bonnie Kingdom en est presque un. Presque, ouais. Mais bon, je pense qu'on va s'en garder aux jeux qu'on aime, qu'on joue dans le fond dans le temps des fêtes. Hein? C'est ça qu'on voulait dire par les jeux de Noël. Ouais, les jeux, là, quand on fait notre valise, puis qu'il y en a trop, puis qu'est-ce qu'on met dans notre valise, là, puis qu'on part dans notre parenté, puis chez nos parents, tout ça, là, t'en as-tu, toi? Plein de petits jeux pour que ce soit bien compact dans mon sac. Ah ouais, c'est clair, là. Il y en a beaucoup, en fait. Hein. Il y en a tellement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les parler, bien entendu. Il y en a beaucoup qui recoupent des jeux de party, si on veut.
D'ailleurs, la plupart des jeux que je vais parler sont associés à des vraies expériences de Noël dans ma vie. Le premier, c'est Pit. Oh là là. Pit, qui est un jeu de 1903. C'est pas croyable. Donc ça, la c'est pas preuve, croyable. c'est qu'il y a des jeux qui peuvent être faits il y a plus de 100 ans qui sont encore, si on veut, significatifs à notre époque. Et Pit, Ouais, c'est peut-être le seul, là. en fait, j'en ai un autre dans mes exemples qui était fait Quoi? plus tôt. Mais bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc, Pit, c'est un jeu d'échange de cartes, en fait. Et la seule chose que tu as le droit de dire dans le jeu, c'est des chiffres. 3, 2, 4. Et les gens se crient après comme ça. Et ça, ce chiffre-là représente le nombre de cartes pareilles dans ta main que tu es prêt à donner à quelqu'un d'autre. Et si une autre personne dit aussi 4 et vous vous regardez et vous arrivez dans le chaos, c'est un jeu qui peut jouer, je pense, jusqu'à 12 joueurs, et vous arrivez dans le chaos à comprendre que cette personne-là est en train de crier 4 et que vous voulez les deux échanger 4 cartes, vous prenez vos 4 cartes de votre main, vous lui glissez à l'autre, la personne fait la même chose et vous vous retrouvez avec 4 nouvelles cartes pareilles, mais probablement d'une autre sorte dans votre main. Le but est de compléter une série de X nombre de cartes pareilles et ensuite de taper sur une clochette qui se trouve au centre qui ne sert qu'à ça dans le jeu. Et pour, dans le fond, mettre fin à la ronde et faire les points comme ça. Jeu excessivement chaotique, en fait, jeu excessivement bruyant. D'ailleurs, ma première expérience de Pit remonte il y a peut-être 2-3 ans dans un party de famille de Noël. J'ai sorti ça, on a commencé à jouer juste après le souper à la table et c'est devenu chaotique. En fait, on a vidé l'étage. 30 personnes qui ne jouaient pas sont allées au sous-sol parce qu'ils ne pouvaient plus être dans la même pièce que nous, en fait, parce qu'on gueulait beaucoup trop fort. Ouais, ça me surprend pas. Ouais, non, c'est ça. Et l'autre expérience de Pete, c'était quelques années plus tard, dans un party de Noël entre amis. Quand il était 3 heures du matin, on savait pas à quoi jouer. Et dans un party de Noël à 3 heures du matin, il n'y a pas grand jeu auquel tu peux jouer quand il reste comme 8 personnes un peu torchées. On a joué à Pete silencieux. Ah oui. Et ça, c'était excellent. En fait, au lieu de crier, tu fais juste avec tes doigts faire le nombre de cartes que tu veux échanger. Ouais. Et c'était excellent, en fait. Ça marchait très, très bien. Cool. Ben écoute, ça me fait vraiment beaucoup penser à un jeu plus récent. C'est le jeu Happy Salmon. Oh oui. T'as essayé ça? J'ai joué quelques fois, mais jamais à Noël, en fait. Je serais vraiment curieux d'y jouer C'est éventuellement. ça, exact. C'est sûr que moi non plus, j'ai pas encore essayé à Noël, mais je me dis, c'est ce genre de jeu-là. Si tu veux avoir ce genre d'expérience pit, peut-être un peu plus rapide pour Happy Salmon, là, c'est très très léger. Là. Un jeu de communication dans lequel on se crie après, tout simplement. Tout le monde a un paquet de cartes, on va retourner une carte, puis ça va dire une des 5 façons de saluer quelqu'un, c'est-à-dire soit high five, je me rappelle même, c'est quoi les autres? Happy Salmon, le Pandit. Donc, plusieurs poignées de main que tu vas faire aux autres. Et tu vas essayer de trouver quelqu'un qui a la même carte que toi, qui match, mais tu vas tout simplement le faire en criant autour de la table. High five, high five, high five! Jusqu'à ce que tu tapes dans la main de quelqu'un et que là, tu changes ta carte. Et là, il y a le petit salut de Happy Salmon là, où on se prend par le bras, on se salue un peu à l'ancienne là, médiévale par le bras et on se tapote comme ça. Donc c'est ça, c'est très très léger, mais c'est le genre de jeu qui risque de faire fuir un peu les gens alentour, ceux qui jouent pas du moins, parce que c'est le genre de jeu qui ça va devenir bruyant assez rapidement. Mais si on cherche ce genre de jeu très dynamique qui est très très dedans là, où on doit gueuler, ben ça c'est Happy Salmon aussi, c'est un très bon jeu pour ça. Je vais essayer de le tester à Noël, on va voir là, je sais pas si ça va marcher dans ma famille, mais on va faire un petit test. Je devrais avoir quelques personnes qui embarquent. Juste pour conclure peut-être le segment sur les jeux de gueulage qui font fuir le monde, j'irai avec le jeu Miss Poutine. Ouais, c'est vrai. Miss Poutine, qui est un jeu du Scorpion masqué, édité en 2009, donc il y a quand même un certain moment de Olivier Lamontagne. Un jeu, encore une fois, de gueulage où certains joueurs vont jouer les serveuses, les serveurs, et les autres joueurs vont jouer l'équipe en cuisine. Et dans le fond, les serveurs prennent des cartes et ça va dire les commandes, dans le fond. Et de l'autre côté, les gens en cuisine doivent assembler les commandes. Donc, un genre de dinner dash du jeu de table ultra frénétique. En fait, si je me trompe pas, il doit y avoir plusieurs modes de jeu, mais moi, j'avais joué 2 équipes, une contre l'autre. Donc, c'est la première équipe qui finit son paquet de commandes. Ça va très vite et ça crie très fort.
Ah, ok. Ben, si je me trompe pas, tu sais, il y a vraiment deux équipes, là, les cuisiniers Ok. puis les serveurs. Euh, Puis dans le fond, il y a un gagnant par équipe. Ah oui, 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 c'est bon, c'est bon. Un gagnant par Ça me équipe. revient. Fait ben en fait, non, même je me trompe, c'est un perdant par équipe. C'est celui qui ramasse le point de mop. Ah, ben oui, en fait, ça me rappelle, Game avait fait d'ailleurs une compétition durant une de leurs vidéos. Et le perdant devait boire un verre de sauce brune. Et c'est le farfadet du jeu, acteur Ah ouais. international, Raphaël Lacaille, qui avait dû boire ça. Donc, si vous voulez voir ça, allez sur le channel de Game, tapez ça, Miss Poutine Game, et vous allez le voir se boire un verre de sauce brune. Peut-être pour continuer avec le scorpion, hein, on va continuer tant qu'à être thématique. J'irai peut-être avec un petit jeu de mots qui s'appelle mot pour mot. Donc, jeu de mots en équipe, je pense que c'est ça qui est un des facteurs qui peut être vraiment intéressant à Noël, en famille, c'est qu'on va jouer en équipe, mais il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter à tour de rôle. On va devoir trouver un mot qui est dans la catégorie là, d'une carte qu'on va piger. Et on va devoir épeler ce mot-là dans le but de bouger le plus de lettres vers soi. Chaque fois qu'on va dire une lettre, on va l'amener vers soi. Et à un certain point, ben, on va capturer cette lettre-là. Évidemment, l'autre équipe, quand ça va être à son tour, elle va peut-être essayer de ramener les lettres que vous avez amenées de votre côté, de son côté, un peu comme le tir à la souque. Donc, beau petit jeu, je pense, vraiment le fun, assez léger, mais comme on joue en équipe, c'est pas grave qu'on doit épeler les mots. Évidemment, le temps du sablier nous permet de pas réfléchir à n'importe quel mot. On essaie évidemment de trouver un mot avec le plus de lettres qui va nous permettre de bouger le plus de lettres et donc d'essayer de remporter la partie. Mais je pense que c'est un beau petit jeu là, qui peut bien fonctionner à Noël. C'est mot pour mot. Ouais, ouais, ouais. Pas convaincu? Ah, je sais pas. Tu sais, moi, je suis un fan là, de mot pour mot, là, mais Noël. Ben, dans les jeux de mots, moi je trouve que c'en est un qui marche bien. Il y a probablement Ouais. J'ai presque évidemment essayé d'éviter tous les jeux de mots, en fait. Parce hmm. que Ah, à Noël, les jeux de mots, ça peut créer des tensions, ça. ouais, mais mot rapido, ça marche bien aussi, là. Ah oui, mots rapido, ça c'est excellent parce que ça c'est un petit jeu de mots, tu sais, tout petit. Ouais. En fait, sur les jeux Ben, de mots. c'est juste que toi, t'es traumatisé. T'es pas traumatisé, mais t'as ton jeu de mots. Il y en a juste un que tu joues. On le sait, on le connaît, là. Categories! C'est clair. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est le seul jeu de mots à Noël. Sérieusement, si je vois un Scrabble là, je vais pas être content en fait. Scrabble d'ailleurs, excellent jeu pour faire du petit bois de chauffage, tout en bois. Categories en fait, ça représente pour moi le jeu de Noël, sorti en 98. D'après moi, dans ma famille, les adultes jouaient à Categories en 98. Donc j'ai connu ce jeu depuis vraiment longtemps. Et au début, c'était réservé aux adultes, hein, parce que Categories, c'était pas pour les jeunes. Mais à un certain point, les adultes s'en sont tannés et quelques années plus tard, c'était les jeunes qui y jouaient. Et tellement de beaux moments, tellement de fous rires, tellement d'engueulades, tellement de votes, tellement de discussions autour des mots. Categories, un jeu d'esprit parfait pour Noël. Ça joue à beaucoup de joueurs en plus, tout le monde participe. Tu vois, mot, pour moi, c'est le classique. Tu joues à 8 personnes, il y en a au moins une qui va rien faire. Et c'est toujours la même personne qui ne fait rien en plus. C'est aussi ça Noël, hein? C'est ça, Noël. La personne trop saoule, mais c'est correct. Elle a du fun avec les autres. Puis elle dit des niaiseries. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, Noël. C'est ça Noël, c'est ça Noël. Donc c'était Categories. Je sais que c'est un vieux jeu, mais sérieusement, si vous l'avez, sortez-le à Noël. Les vieux jeux ont besoin d'amour. Ouais, pas toi. Non, c'est vrai. Calme-toi. J'allais dire, là, votre destin dans votre calax. Que faites-vous? Sacrilège. Je vais peut-être parler d'une petite nouveauté, un jeu de connaissance générale coopératif qui est le nouveau jeu du Randolph, qui est Lynx. Donc, ils ont sorti deux jeux, deux thématiques, en fait, la thématique voyage et la thématique cuisine. L'avantage du jeu, ben, c'est qu'il va se jouer bien en gang quand même, parce que dans ce genre de jeu, ben, il va y avoir 50 cartes sur la table et on va se poser, dans le fond, des questions. On va essayer de trouver la bonne réponse qui se trouve sur la table.
Et on va faire des liens, en fait. Chaque question va devoir être matchée avec une des réponses. Jusqu'à la fin, il y a plusieurs niveaux de difficulté aussi. C'est un jeu, évidemment, qui est sorti du Randolph. J'ai travaillé un petit peu dessus, mais je crois vraiment que ce jeu-là peut intéresser beaucoup de gens pendant un party de Noël. Évidemment, c'est peut-être plus le début de la soirée que la fin de la soirée. On est un petit peu dans le côté apéro et intello de la chose, mais je pense que c'est un jeu que je vais essayer. On va voir à quel point les gens vont embarquer, mais pour les familles qui aiment beaucoup les jeux de connaissances générales, je pense que ça peut être un jeu intéressant, et comme il est coopératif, il y a pas la tension qu'on retrouve dans les jeux de connaissances générales classiques, là. Bon choix en fait. Je l'ai pas encore acheté, mais je suis convaincu que ce sera un très bon jeu à Noël. Comme tu l'as dit, par contre, peut-être plus en début de soirée. Même aussi pour un Noël très triste, où vous êtes juste 2 personnes, ça peut être vraiment parfait. Pas nécessairement triste, mais en effet, il marche bien à 2, ce jeu. Non, mais tu sais, mettons, vous allez visiter votre grand-mère à l'hospice, elle est seule, vous allez avec elle à Noël, ben c'est idéal pour ça. Ok. Non, mais... Ok, ensuite, ben on va rester un peu dans la lignée là, du Randolph, si on veut, avec le jeu Cards Against Humanity. C'est un jeu un peu tricky pour Noël, mais j'ai passé un souper de Noël, et là c'était notre souper réduit, ok, notre souper de famille réduit. Avec juste mes parents, mes frères, leurs blondes, tout ça. Donc on était 8 personnes. Un souper de Noël complet à jouer à ça, et je te dis, on s'est marré comme jamais en fait. C'était très drôle, c'était vraiment le fun, tout le monde s'amusait bien, c'était juste assez croquant pour les gens autour de la table. C'était vraiment cool parce qu'on mangeait en même temps. Il y avait des tours où on n'était pas tant actif, il y avait des tours où on était vraiment investi, mais ça a très bien agrémenté un souper, et c'est rare quand même les jeux que tu peux jouer en mangeant puis que ça dérange pas trop la nourriture. Donc ça, j'avais trouvé ça assez intéressant. Ouais, ben c'est clair que c'est un classique de longue date, hein, puis c'est un jeu qui est pratique pour sa versatilité du nombre de joueurs, puis justement de la dynamique qu'on peut mettre en pause puis revenir plus tard. Euh, En effet, il faut quand même avoir une famille qui aime quand c'est un peu croustillant, mais je pense que le style de jeu fait partie des Noëls de beaucoup de Québécois depuis déjà quelques années, là. Oui, c'est ça, surtout quand même, on peut dire c'est pas si hardcore que ça, là, en fait, nous, on jouait sur une copie extrêmement hard, mais ça passait quand même assez bien. Une version made, ça, là, ça me semble. Ouais, c'est ça, c'était une version secrète, là, la version Cards, ouais, c'est ça, une version secrète. Mais oui, très très cool, c'est le fun, je trouve, jouer en mangeant, c'est quand même toujours plaisant, là. Ben moi, souvent à Noël, j'amène le jeu Agent Trouble. Ça fait quelques années que ça fonctionne bien dans ma famille. Donc, c'est clairement un jeu que je vais avoir encore sous la main cette année, mais je vais en essayer un autre qui est un petit peu dans la même lignée. C'est un jeu, le Caméléon. Donc, un jeu de Big Potato, compagnie d'Angleterre, qui nous sort un jeu, le Caméléon, qui est un jeu d'identité secrète, là, où un joueur parmi nous va être le caméléon, et les autres joueurs vont avoir une carte, et ils vont avoir un mot qui va être le même pour tout le monde, qu'on connaît. Mais on a une thématique. Donc, sur la table, il va y avoir une thématique, disons, des acteurs. Il va y avoir une vingtaine de noms d'acteurs, et sur ces 20-là, tout le monde connaît l'identité de un des acteurs présents. Ça va être ce nom-là qu'on va rechercher d'une certaine façon. Mais le caméléon, évidemment, il voit on va parler d'acteurs, il voit les acteurs possibles, mais il ne sait pas quelle est la bonne réponse. Et tour de rôle, un seul tour, très expéditif comme jeu, un seul tour, tu vas dire un seul mot à propos du mot secret, là, du mot qu'on a en commun. Et tu vas juste dire ça, et on va faire un tour de table, et une fois que tout le monde a dit son mot, on va juste discuter, essayer de trouver le caméléon parmi nous. Et évidemment, si on trouve le caméléon va avoir une chance de trouver notre mot secret. S'il trouve le bon mot secret, il remporte la partie. Sinon, c'est nous qui l'attrapons. Et évidemment, si on pointe une personne qui n'était pas le caméléon, le caméléon l'emporte. Donc c'est un jeu très dans la même lignée. Il y a plusieurs jeux un petit peu d'édiction sociale comme ça. Mais je pense que l'avantage peut-être du caméléon, c'est que t'as un seul mot à dire, c'est très rapide, une partie, c'est comme même pas 10 minutes, et
t'en fais quelques-unes là, de suite généralement. Donc, ça va être la nouveauté là, dans ce genre de jeu de déduction sociale que je vais essayer cette année à Noël. Oh oui, ça a l'air très cool en plus ce jeu-là. La seule chose que je me demandais, c'est est-ce que le système pour informer de la carte choisie est simple? Tu Oui. sais, dans Genre Trouble, c'est toujours un peu du gossage. T'as tes petits paquets de cartes sur le côté, tu les passes à tout le monde. Il y a un petit peu de manipulation que je trouve un peu excessive là-dedans. C'est. Ben, tu sais, écoute, il n'y en a pas tant que ça là, dans Jean Trouble. Là. Dans Caméléon, c'est peut-être un petit peu mieux, dans le sens où, dans le fond, tout le monde on va avoir les mêmes cartes. Là. Disons qu'on est 6 joueurs, ben, on va avoir 5 cartes qui est comme une grille, puis une carte que c'est la carte du Caméléon. Fait que c'est tout le temps les mêmes qu'on va reprendre, qu'on va rebrasser, qu'on va redistribuer. Puis cette grille-là donne accès à savoir le code. Puis le code, dans le fond, tu vas le connaître en roulant 2 dés. Tu vas rouler 2 dés, ça va te donner une coordonnée sur ta grille. Fait que tous les joueurs ont une grille secrète. Ils vont voir la coordonnée. Les coordonnées, ben, tu regardes sur le plateau de jeu. Donc, au centre, ben, tu vois le mot secret. Donc, tu sais, pas vraiment plus pas vraiment plus simple, mais pas beaucoup plus simple non plus, là, dans le sens que reste qu'à Janto, c'était pas si pire non plus. Mais je pense que la petite mécanique, ça a l'air compliqué, comme je le dis, là, peut-être comme ça, là, mais quand tu lis les règles, quand tu le vois, t'es comme, ok, c'est vraiment, vraiment très simple. C'est une belle méthode là, pour rendre vraiment la fluidité du jeu, puis c'est vraiment ça. Là, une fois que t'as fini, tu retournes une nouvelle thématique, on repasse les cartes, on roule les dés, puis on est prêt à jouer une deuxième partie. Ah ouais, ça j'ai très hâte d'essayer ça. Je sais pas si je vais l'avoir à temps cette année, mais c'est le genre de jeu que je jouerais bien en famille. Ouais. De mon côté, un jeu que je n'ai jamais joué encore à Noël en famille, mais que je compte amener cette année et que j'ai très très hâte de jouer en fait, c'est un jeu d'une compagnie qu'on parle pas souvent à l'émission. En fait, c'est un jeu de Gladius. Oui, Quoi? Gladius qui n'ont peut-être pas la meilleure réputation dans le Quoi? monde des Tu jeux de parles- société. Tu parles d'un jeu de Gladius? Oui, oui, exact. On en a What? parlé déjà quelques fois, mais bon, pour certains gamers, c'est une aberration, mais pour d'autres, c'est une fierté, en fait. Hein. Ce sont des jeux faits entièrement au Québec, souvent basés sur des IP, donc des propriétés intellectuelles québécoises aussi, des émissions de télé à quiz la plupart du temps. Il s'agit du jeu Génie en herbe. Donc, qui est à la limite même pas un jeu si révolutionnaire que ça. Mais il y a une copie, il y a une nouvelle version qui est sortie cette année. Et vraiment très cool. En fait, un jeu dans lequel il va y avoir 2 équipes et un animateur ou une animatrice. Et même un buzzer au centre là, qui sonne et tout. Là. Donc ça, c'est assez cool. Et les participants, l'animateur, l'animatrice vont guider les participants à travers une série de questions, mais il y a plein de formes différentes. Donc, il y a les questions en rafale, il y a des duels, il y a les questions qui est tout double. Donc, il y a plein de modes de jeu différents qui vont embarquer. Vraiment ce qu'on se fait d'une soirée de quiz, en fait. Vraiment ce qu'on s'imagine d'une soirée de quiz. Je trouve qu'ils ont misé vraiment juste là-dessus. Un jeu super cool. Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir en famille avec ça parce que c'est intéressant. Et les questions étaient vraiment du bon niveau. Juste assez difficile pour que ce soit pas tout le monde qui le sache, mais assez facile pour qu'il y ait quand même une partie des gens qui puissent connaître certaines choses dans certains domaines. Tout le monde a sa chance un peu d'avoir de l'air intelligent. Des fois, c'est des questions vraiment simples, mais il faut juste être plus rapide pour y réfléchir. Très très cool. Génie en herbe. Puis ça, c'est le genre de jeu où le buzzer est en carton, puis il faut que tu fasses le bruit toi-même, ou... Non, 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 le buzzer, il y a des batteries dedans, Ah, là, ok, puis ok. tu pèses Ok. dessus, puis il fait un son, genre, puis non, c'est un vrai Oh. buzzer en plastique, Et- là, et tout, là, c'est du gros matos, là. Révolutionnaire. Ouais, 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 je dirais pas que c'est révolutionnaire, là, tu sais, je comprends que t'es un peu dérisoire envers ça, mais c'est une compagnie qui mérite notre respect, surtout en ce temps des fêtes. C'est ça, exact, exact. C'est aussi ça, Noël! C'est aussi ça, Noël, bien dit! Peut-être un petit dernier avant de passer à nos top 5, mais jeu qui marche encore très bien de mon côté, très sympathique, peut-être plus en apéro aussi, mais c'est le jeu Sushi Go. Donc le petit classique de jeu de draft dans lequel on va drafter nos sushis pour faire le plus de points possible. Donc j'en parle pas trop, je pense que c'est un jeu qui est déjà très connu, mais qui pour moi fonctionne encore très bien dans mes parties de Noël.
Ouais, mais celui-là, là, il est limite parce qu'il se joue pas à beaucoup, là. Je joue juste à 5. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est toujours un peu tricky. J'ai de la misère à mettre des jeux qui se jouent à 5 dans mes tops. Ben, prenez de Sushi Noël. Go Party, qui se joue jusqu'à 8. Oh, belle alternative. Ben, c'est vrai. J'achète! Mais c'est vrai, t'as raison. Des fois, 5, ça te limite un petit peu. Moi, j'ai le Sushi Go normal, puis ça va, mais le Sushi Go Party permet de jouer jusqu'à 8 et permet d'avoir plus de rejouabilité dans la mesure où les sushis on va changer de menu, en fait. Fait qu'on va pas jouer avec les mêmes cartes d'une partie à l'autre. Oui, absolument. C'est toujours assez compliqué là, de séparer les paquets dans Sushi Go Party. Mm. Ok, ben, avant de continuer, je vois que tu avais mis dans ta liste un certain jeu. Ben ouais! Le meilleur jeu de tous les temps, le meilleur jeu des parties de Noël, les meilleurs jeux en groupe, le meilleur jeu de famille, le jeu Mysterium! Classique! Vous voulez faire un bon party chez GF? C'est Amenez Mysterium! Mysterium. Non, mais Mysterium va remplacer d'une certaine façon pour moi Dixit. En fait, c'est ça le point. Quoi? Ah oui, à fond. À fond. Je comprends que ça reprend les mêmes mécaniques, mais pour moi, c'est tellement loin de Dixit. Mysterium, c'est un jeu coopératif dans lequel un joueur va être isolé de la partie complète et les autres vont essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut leur dire. Alors que dans Dixit, c'est un jeu de party, et comme diraient certains, un jeu d'ambiance dans lequel tout le monde va participer à part entière. Tout le monde va pouvoir dire ses idées, tout le monde va pouvoir voter sur les idées des autres. Et ce côté-là, Mysterium, je dis pas que c'est pas un bon jeu, mais pour moi, c'est plus un jeu de gamer. Il faut que tu sois prêt à isoler un joueur et ce que les autres soient tous ensemble, à devoir se consulter, ce qui peut quand même être assez tricky là, dans certaines familles. Hein. Ben oui, mais je suis pas d'accord. C'est super simple. Puis, c'est jouer tout seul au bout du compte, tu t'isoles. C'est plein de joueurs ensemble qui s'isolent. Là. Tu vois, le co-op, là, comme ça, c'est parfait. Puis il est isolé, mais en réalité, il l'est pas vraiment. L'interaction avec les joueurs, puis l'écoute de comment les joueurs réfléchissent, c'est important pour le fantôme. Puis c'est un rôle de fun à faire. Non, mais ça se défend très bien en tant que jeu. Hein. Je suis un fan de Mysterium. De là à dire que c'est un bon jeu de Noël, ça, c'est une autre affaire. Justement, ben, juste pour conclure avec les jeux de Noël, les mentions honorables, j'irai avec le jeu Diplomatie. Ben voyons donc. Diplomatie. Tu me fais de la morale après ça. Le seul inconvénient, c'est qu'il peut juste jouer à 7. Donc, si vous êtes plus de 7... Pendant 12 heures! Ça peut être un peu problématique, mais idéal pour Noël. En fait, vous allez oublier le mauvais cadeau que vous avez reçu ou le cadeau que vous n'avez pas reçu, que vous vouliez. Vous allez pouvoir vous venger sur les gens et manipuler et rendre la monnaie de leur pièce à tous les gens qui vous ont fait souffrir durant l'année. C'est vraiment idéal. Ça va vous permettre en fait de connecter avec votre famille comme jamais. Diplomatie, c'est une expérience unique. Mais c'est pas un bon jeu de Noël, c'est pas vrai. Sauf que ça peut être un bon jeu de vacances de Noël. Parce que... t'as le temps, t'es en congé. Les jeux de Noël, là, on parlait surtout des jeux qu'on joue dans une soirée ou le 24, 25, tout ça. Mais en réalité, moi, pendant Noël, là, ça va être Pandémie saison 2 qui va se passer. Oui, donc, bon jeu de ce Noël. genre de jeu de campagne, au contraire, ce genre de gros jeu-là qui prend beaucoup de temps, pendant les congés de Noël, c'est aussi la bonne occasion de jouer là, ces jeux-là. D'ailleurs, pour Diplomatie, je tiens à dire que cette année, on va sûrement faire une game de Diplomatie après notre party de Noël entre amis, vers 2h du matin. Jeff, j'espère que tu vas être là. Ah, comme d'habitude, couché dans le divan, un peu torché, mais je vais être... Ouais. Oh non, on a pas d'être 7. Tout le monde participe. C'est pour dire, l'an dernier, en fait, on était à une personne de faire une partie de Diplomatie à 2h du matin. En fait, ça a été pire, finalement, c'est ça? Non, ça c'était l'année d'avant. L'année passée, je me rappelle plus. Je pense que ça a été Formula D, en fait, qui est un très bon jeu de fin de party aussi. Ouais. Très dynamique et tout ça. Mais bon, je pense qu'on est maintenant rendu au top 5. Oh yeah! Oh, mais avant toute chose, on allait oublier de parler du tournoi de Ricochet Robot. Oh my god! La demi-finale. Avant toute chose, je dois juste mentionner, on n'a pas reparlé de... Il est un peu tard pour en parler là, mais bon, les gens qui suivent le podcast, vous allez être contents de savoir qu'on en parle. Jimmy, qu'est-ce qui est arrivé avec Jimmy?
On n'a pas plus d'infos vraiment que la dernière fois, mais bon, il est arrivé comme une espèce d'expérience un peu transcendantale et on a maintenant des pistes pour enquêter. Par contre, pour pas nuire à l'enquête, on peut pas vraiment en parler sur les ondes maintenant, mais on va revenir là-dessus là, très prochainement. Ouais, très prochainement. Donc, la demi-finale de Ricochet Robot, le tournoi international de Ricochet Robot en République dominicaine avec plusieurs des vedettes montantes du jeu. On avait en demi-finale le ludologue, le seul et unique ludologue du Québec, Gothique Sylvain A. Trottier. On ne joue pas avec le ludologue. D'ailleurs, certaines personnes ont dit que c'était pas un bon slogan. On ne joue pas avec le ludologue. Ben, pourquoi? C'est le ludologue. Hein? Il est supposé de jouer à des jeux, lui? Ouais, mais tu sais, c'est comme on ne joue pas parce qu'il est trop pro, là, tu sais, je veux dire, ça peut dire toutes les choses, soit qu'il est trop bon, ou soit que lui, pour lui, le jeu, c'est sérieux, ou tu sais, je sais pas trop, ou il est trop occupé. On peut pas jouer avec lui, c'est pas comme on ne joue pas, c'est juste tu peux pas, il est pas là, tu sais, il est trop occupé. Et on avait son adversaire, la grande baronne du jeu, Nina Michel Le Floch, propriétaire de la récréation café culturel et ludique. Et alors ça, c'est un duel de titans, hein, on s'entend. Deux champions et deux collègues, en fait, en plus, ça, qui devaient s'affronter avec peut-être même certaines tensions autres. C'était un match très serré. C'est deux compétiteurs, compétitrices très aguerris de Ricochet Robot. Ils ont joué à Ricochet Robot. Ils connaissent le jeu. Ils connaissent les stratégies. Ouais. Et beaucoup de stratégies. Hein. Des fois, on voyait même la stratégie de « Ok, je lui laisse pour qu'il lui donner un faux momentum, dans le fond. » Ben, tu sais, à ce niveau-là, c'est qu'à un certain point, tu comptes, hein. Quand tu comptes, tu sais, tu connais les timings un peu mieux, puis aussi, question de force, faiblesse, le rouge, des fois, le ludologue, il a plus de la misère. Il sait que statistiquement, il gagne moins, fait qu'il est mieux juste se reposer, le laisser, puis se concentrer là, sur ses grandes forces, là, en fait. Ah, absolument. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des streaks, donc des enchaînements. Hein. Tu sais, quand il y en avait un, souvent il y en avait deux, trois, quatre. Pas un tout seul. C'est rare qu'il en gagnait un, l'autre un. Non, c'était des streaks, des momentum, des moments. Tu pouvais voir les barres de momentum monter dans leurs yeux là, à ce point-là. Oui, c'est ça. Il était dans la zone, en fait. Match très serré, comme on peut s'y attendre. En fait, comme la plupart des matchs à deux de Ricochet Robot, ça finit tout le temps 9-8 et respectivement 8-9. Là. Donc, il y a 17 tuiles, 17 prix dans Ricochet Robot, si on veut. Et donc, la plupart du temps, ça va se terminer par un point parce que c'est trop serré. Et cette fois-ci, en fait, le ludologue a su rester calme. Son sang-froid est décontenançant au ludologue, en fait. Quand il se retrouve devant le plateau, là, c'est sérieux, là, exact. On ne joue pas avec le ludologue! Ben, on pouvait le voir dans son visage, son slogan, pendant ce match-là, je te dirais. Il nous a sorti quelques coups assez impressionnants, là, les passes par derrière et le triple robot move, une couple de gros moves là, qu'on voit assez rarement, et en fait, il faut avoir l'œil assez aguerri là, pour les spotter, mais c'est des stratégies classiques, là, c'est sûr qu'il faut vraiment faire les livres là, de Ricochet Robot, puis checker tous les moves, puis les games d'experts là, pour comprendre ce genre de stratégie. Mais tu voyais que le ludologue, il était sa coche. Ouais, absolument. Tu mentionnais justement ces moves. Il a d'ailleurs fait la passe de la chauve-souris. C'est quelque chose que très peu de gens font. Donc ça, c'est quand tu vas bouger le robot vert et le robot bleu de façon quasi symétrique. En fait, pour tout ça, pour ramener un autre robot sur sa destination. Donc, l'occasion de faire cette passe-là est assez rare et il l'a fait en fait comme un chef. D'ailleurs, ça paraît qu'il la connaissait bien parce que c'est le genre de mouvement que ça peut prendre au moins 30 à 40 secondes à calculer et lui, il l'a calé en moins de 10 secondes. Il était là. Nina s'est bien défendue. C'était quand même 8-9 justement pour le ludologue. Donc, elle a eu ses moments. Elle a shiné. Je me rappelle d'ailleurs, je pense qu'elle a fait l'enchaînement le plus long, 5 de suite, et même on croyait là, que c'était perdu. Là. On croyait que le ludologue, il avait raté le train, comme on dit. En effet.
Donc vraiment, félicitations au ludologue. On va le retrouver en finale dans quelques épisodes. On a très hâte de savoir là, s'il va l'avoir. C'est un de mes favoris. C'était un de mes favoris, Ouais, hein. bien entendu. Ben, ouais, moi aussi. La baronne aussi, moi je croyais qu'elle pouvait l'avoir. Je me rappelle dans le temps à la récré où elle était toute jeune et elle faisait juste passer derrière des tables où des gens jouaient à Ricochet Robot puis elle collait 4 puis elle s'en allait. Donc c'était vraiment pour montrer là, d'un coup d'œil, elle avait vu ça. C'est la pas prochaine... une baronne pour rien, hein, quand même. Exactement. T'as bien résumé. Donc félicitations là, au ludologue et aussi à la baronne qui s'est rendue en demi-finale de le tournoi international de Ricochet Robot 2018. Top 5! Oh yeah! Les jeux de Noël. Numéro 5. Mon numéro 5 se retrouve plus haut sur la liste de Simon, donc je vais en parler tantôt. Mon numéro 5, il s'agit du jeu légendaire Looping Louie. Looping Louie, c'est quoi? C'est, je crois, à la base, un jeu pour enfants, sorti en 1992. Et c'est un jeu mécanique. Dans le fond, on va avoir Louis au centre qui est sur un petit avion qui tourne avec un petit bras amovible, en fait, autour du plateau. Et les joueurs doivent protéger leurs œufs. Et quand Louis, la petite avion, passe juste à côté de leurs œufs, t'as une espèce de petite catapulte sur laquelle tu pèses. Et là, Louis, dans sa petite avion, en continuant de tourner autour du plateau, s'envole dans les airs pour aller retomber sur les œufs des autres. Donc, tu dois protéger tes œufs. Dans la plupart des parties de Noël que je fais chez moi, il y a une table où Looping Louie est juste là. C'est dédié à ça. Et les gens jouent systématiquement à Looping Louie dans les parties de Noël, en fait, parce que c'est une belle activité. Tu pointes là, tu maîtrises un petit peu le système. Donc, super excitant, en fait, Looping Louie. Achetez-le pas à 200$ sur BGG, ça vaut pas la peine. Mais si vous pouvez trouver un Zellers en faillite, il y a des chances qu'ils le vendent pour 6-7$. Ouais, bizarrement, un jeu assez difficile à trouver ici, là, malgré une réédition il y a quelques années avec Looping Chewy, qu'on ne voit même plus vraiment maintenant de nos jours dans les magasins. Mais ouais, comme tu dis, hein, c'est un jeu, tu le laisses là, puis tu sais qu'il va être joué comme toute la soirée, mais juste par des vagues de gens différents, là, puis ça va juste rouler. Là. C'est ça, exactement. Très, très simple d'approche. Hein. C'est un jeu très intuitif. Les gens se pointent, commencent à jouer, puis ils se font 2-3 parties. Mais tu sais, c'est un qu'on peut appeler un jeu jouet, mais il est le fun. Tu sais, il est très amusant. Puis quand tu fais les coups, quand tu pousses le Louis, tout ça, on dirait que la gravité ou l'effet de rotation donne un plaisir vraiment certain, même aux adultes. Ouais, ben il est super smooth comme jeu. Donc tu peux faire vraiment des beaux moves, là, l'avion décolle bien, après tu peux faire des flips, tu peux faire plein de choses, donc ça c'est assez excitant. Numéro 4. Mon numéro 4, écoute, c'est pas juste un jeu de Noël, c'est un jeu de vacances, c'est un jeu de famille, c'est un jeu que j'amène tout le temps dans des occasions de rencontres familiales, et c'est le jeu de dés Las Vegas. Las Vegas! Sorti en 2012, un jeu qui est en réalité un jeu d'enchères de dés dans lequel il va y avoir 6 casinos. À chaque tour, on va rouler nos dés et placer une seule valeur de dés. Donc, si on décide de placer nos 1, on va placer tous nos dés 1 sur le casino 1. Et une fois que tout le monde va avoir... On va faire plusieurs tours comme ça. Une fois que tout le monde va avoir joué leur dés, ben, on va regarder qui est majoritaire sur le casino. On va faire de l'argent. On va reprendre nos dés. On va recommencer une nouvelle ronde. Donc, je trouve que c'est une mécanique de dés qui est super le fun. Qui est un petit jeu qui joue jusqu'à 5, mais qui a quand même beaucoup de... Pas nécessairement de tension, mais tu peux le sentir, là, il y a presque de la confrontation, surtout quand tu es à 5, où tu décides là, d'aller justement sur un casino où quelqu'un d'autre est présent, et tu sais qu'il va y avoir une course, il va y avoir un peu de guerre, tu vas espérer rouler des dés comme plus de dés que l'autre joueur, puis de revenir là-dessus. Fait que je trouve que c'est un jeu de dés qui a beaucoup d'interactions, qui est une mécanique de majorité qu'on voit pas dans ce genre de jeu d'habitude, assez familial, là. Donc, pour moi, c'est un classique, pas juste de Noël, mais de tout le temps en famille, c'est Las Vegas. Viva Las Vegas! Ouais, 5 joueurs. Bon,
La plupart des copies que j'ai vues de Las Vegas, d'ailleurs, avaient un set de dés blancs standard supplémentaire dedans pour pouvoir jouer jusqu'à 6. Bon, certains diront que ça chie un peu le balancing du jeu, mais c'est ça. Mais si je me trompe pas, il y avait une extension qui rajoutait un nombre de joueurs, là. Je pense que c'est 1 ou 2 joueurs, d'ailleurs. OK. Avec plus de cartes. Puis bon, il avait rajouté des mécaniques, là. Je l'ai pas acheté, j'ai pas vraiment joué. Je sais que c'est une extension à modules, là, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 modules que tu peux jouer avec, ou juste avec un de ceux-là, ou tu sais, ce genre d'extension, là, mais qui, entre autres, rajoute plus de joueurs. Viva Las Vegas! Mon numéro 4, il s'agit du jeu tout à fait inconnu, Docteur Pilule. En même temps, tout à fait inconnu, on en a parlé quand même souvent à l'épisode, à l'émission Docteur Pilule, qui est un jeu qui a été kickstarté, en fait, un jeu de Fantastic Lombric. Si je me trompe pas, c'est peut-être d'ailleurs leur seul jeu. Oui, exactement, c'est leur seul jeu. Un jeu français de quiz, en fait. Les questions sont les plus simples du monde. En fait, tu vas piger une carte sur laquelle il y a un mot et tu dois faire deviner le mot à ton partenaire. Les joueurs vont être en équipe de 2. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 10 joueurs, donc 5 équipes de 2. Et c'est vraiment la mécanique la plus simple de tous les temps. Donc, tu piges un mot, avion, et tu dois le faire deviner à ton partenaire en utilisant n'importe quel mot, n'importe quelle technique, sauf en lui disant le vrai mot. Donc, tu pourrais dire ça vole dans les airs, c'est en métal, ça transporte des gens, un avion. Ok, oui, c'est bon. Mais la particularité de ce jeu-là, c'est que chaque joueur va avoir 2 cartes, une carte rouge et une carte bleue. La carte rouge, en fait, les 2 cartes vont te donner un gage, donc quelque chose que tu dois devoir faire. Les cartes rouges vont te donner un gage sur la façon dont tu te déplaces, dont tu bouges. Exemple, vous coupez les cheveux à un homme l'invisible. Alors, tout le long que vous faites deviner, vous êtes en train d'imiter quelqu'un qui coupe les cheveux à quelqu'un d'invisible. Et la carte bleue va te donner un gage sur la façon dont tu vas devoir parler. Par exemple, crier en chuchotant. Donc, tu vas devoir faire semblant de couper les cheveux à quelqu'un et crier en chuchotant. Ça pourrait être, tu vas devoir faire semblant de conduire un camion en reculant par derrière, en parlant comme un vieillard. Donc, tu as toujours ces 2 cartes-là, et ces 2 cartes-là vont s'alterner toute la partie. En fait, à chaque tour que tu as passé, tu vas soit changer ta carte rouge, soit changer ta carte bleue, et ainsi de suite. Après ça, le but, c'est de faire deviner le plus de réponses possible en le moins de temps possible. Bon, il y a une petite mécanique de pointage et tout ça. Mais je pense que vous avez compris l'essence du jeu. Quand on m'a dit les règles de ce jeu-là, j'avais pas le goût de jouer, en fait. Et la seule raison pourquoi j'ai joué, c'est que j'étais obligé. Par contre, ouais, c'est ça. En tout cas, c'était certaines circonstances. Là. Des fois, t'es obligé de jouer. Hein. Ouais, pas le choix, hein, quand t'es connu de même. Là. Ah, des fois, t'as pas le choix. Mais j'ai capoté, en fait. J'étais tellement crampé avec des gens que je me suis dit qu'on allait vraiment pas rire en jouant, que ça allait être ridicule. Et en fait, on s'est fait prendre au jeu. Et toutes les fois que j'ai amené ce jeu-là par la suite, particulièrement dans ma famille, hilarant, en fait. Tu vois des gens de ta famille faire des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Super drôle, super simple. Docteur Pilule, en fait, vraiment un jeu hilarant de Noël, tu sais. C'est un Kickstarter, ça, tu disais? Ouais, c'était un Kickstarter. Peut-être qu'il est en vente quand même dans les boutiques. Là. Je pense qu'il a été Kickstarter et il a été Kickstarté et après mis en vente dans les boutiques. Je pense que oui, en effet. Mais à part toi, honnêtement, je n'avais pas entendu parler. Non, mais en fait, je connais des gens qui l'ont acheté à cause que je leur ai recommandé et ils l'ont amené en famille et ça a super bien fonctionné. Justement, tu vois ta grand-mère faire des affaires que tu pouvais pas imaginer. Toujours drôle. Rien de déplacé, en fait. Hein. C'est un jeu quand même très général. Là, donc, il n'y a pas d'action un peu grossière ou tout ça. Là. C'est quand même des trucs assez loufoques. Numéro 3. Alors, mon numéro 3, ou je devrais dire notre numéro 3, parce que c'est un ex-aequo. Et c'est le petit jeu de déduction Insiders. Oink Game represent. Ben oui, il y en a un sur la liste Insiders, jeu d'identité secrète, où on va devoir trouver l'Insiders parmi nous. L'Insiders connaît le mot secret, et il doit faire semblant de pas le connaître.
Mais il doit amener les autres à deviner le mot secret sans que ça paraisse qu'il savait, puis sans qu'il donne... En donnant les bons indices, mais assez subtils pour pas qu'on l'accuse d'être le Insiders, parce que, contrairement à ces autres jeux-là, ben, c'est justement... Il y a un maître de jeu, il y a un mot que les autres joueurs vont devoir deviner, mais le Insiders connaît aussi ce mot-là, et ben, la twist, c'est que si, à la fin du tablier, on n'a pas trouvé le mot, tout le monde perd. Fait que l'Insider connaissait le mot, ben il a pas assez donné d'indices, ou il a pas lui-même dit le mot, ben tout le monde a perdu. Mais quand on a trouvé le mot, donc n'importe qui pourrait finir par trouver le mot, ben on va essayer, en réalité c'est juste un step pour dire, ben ensuite le vrai jeu c'est d'essayer de trouver parmi nous qui connaissait le mot, donc qui était l'Insiders. Donc c'est un peu ce genre de jeu-là, mais à l'inverse, qui est assez original, assez intéressant, qui marche très bien. Ouais, très bonne twist, puis ça permet vraiment beaucoup de stratégie, en fait, de la part du traître, et aussi de la part des autres joueurs, hein, parce que tu veux pas nécessairement accuser la personne qui le trouve, mais la personne Exact. qui le trouve, c'est quand même la personne la plus louche, tu sais. C'est souvent la personne la plus louche, mais c'est rarement la personne, l'Insiders, parce que au bout du compte, l'Insiders veut... Ah, c'est tellement risqué de vouloir en faire, parce que justement, tu sais que t'es la cible là, direct, tu sais. Fait que tu veux vraiment comme rester dans l'ombre, puis comme dire juste les bons mots pour ramener les autres sur la bonne piste, puis que quelqu'un d'autre le trouve, tu sais. En tout cas, ça va t'aider là, pour ta défense. Mais ça reste un jeu, hein, il faut réussir à se défendre. Si t'es l'Insiders, ben, c'est stressant, puis il faut que tu trouves les arguments, puis que t'attaques les autres en disant non, c'était lui à cause de ça, puis là. Bon, fait que c'est pas fait pour tout le monde, mais celui-là, je trouve quand même très cool. Absolument, ben j'ai hésité longtemps à mettre A Fake Artist Goes to New York, Ouais. qui est un peu dans le même genre, mais avec un jeu de dessin, dans le fond. Là, ça va être le contraire. Le traître ne connaît pas le dessin qu'il faut faire, mais chaque joueur, à son tour, va faire un trait. Ouais. Ça fonctionne tellement bien, ça aussi, en fait. Très cool comme jeu. Là. Numéro 2. Ben, mon numéro 2, et devrais-je dire notre numéro 2, parce qu'on a un autre ex-aequo. Et c'est le jeu du jeune prodige. Le jeu de l'année québécois. Le jeune prodige, Décrypto, Thomas Dagenet, l'Espérance. Alors, ben oui, Décrypto, jeu en équipe de déduction dans lequel on va devoir essayer de trouver les codes de l'autre équipe, mais tout en faisant deviner nos mots à notre équipe. Un peu dur à décrire, je pense qu'on en a déjà assez parlé, je sais pas si tu voulais... Non, mais je pense qu'on a assez souvent essayé de l'expliquer puis de pas réussir. C'est ça l'autre problème. C'est peut-être en fait malheureusement la faiblesse de ce jeu-là. Quoique c'est vraiment mineur là, comme faiblesse parce que le jeu est tellement bon, mais c'est ça peut être un peu difficile à expliquer dans un party de Noël à tout le monde. Non, faut que tu devines tes mots mais tes voix, en tout cas, mais c'est vraiment excellent. En fait, je pense peut-être justement que le nombre est un peu plus limité, tu joues pas à ça à 15 personnes, Non. mais à 8 ça marche très très bien là. Ouais. Numéro 1. Alors, mon numéro 1, c'est en fait le jeu qui a été le plus apprécié l'année passée, un jeu qui a très bien marché et que je vais définitivement ramener cette année. Il est sorti officiellement en français cette année, mais bon, c'est un jeu d'image, fait que ça change pas grand-chose. C'est Dream On, donc Dream On, le jeu de mémoire coopératif. Nous allons faire un rêve et créer un rêve et une histoire ensemble. Et une fois que ce rêve-là est créé, ben, on va essayer de se rappeler de chacune des cartes qui ont été jouées dans la partie dans l'ordre. Un joueur après l'autre va devoir essayer de deviner la prochaine carte qui s'en vient, qu'on avait placée en ordre, là, évidemment, dans la première phase du jeu. Donc, je trouve que c'est un jeu qui était vraiment cool, il est super beau, on sent un petit peu l'inspiration d'Exit, quoique c'est plus pas aussi fou là, un peu les cartes que d'Exit, et tout simplement sur chacune des cartes il va y avoir des images et on va devoir utiliser ces images là pour essayer de trouver un mot continu, une histoire qu'on va créer en commun, ce qui va nous aider à se rappeler des cartes plus tard. Je trouve que c'est un jeu qui marche pas bien, hein, un jeu de mémoire. Encore que je le redis, mais un jeu de mémoire pour adultes, il n'y en a pas beaucoup. Puis je trouve que c'est un jeu qui a amené la petite twist qui fait que c'est vraiment agréable. Puis que c'est divertissant là, comme jeu de mémoire. Ça passe très bien en famille. Je suis un fan du jeu Dream On, mais comme c'est un jeu de mémoire, c'est un peu touché d'amener ça à Noël. Je vais te dire que c'est encore plus drôle.
Ok, c'est bon. Ben, toi, tu m'as convaincu. Cette année, je l'amènerai à Noël et on va tester ça. Mon numéro 1, en fait, est un classique indétrôné de jeu de Noël, mais aussi, je dirais, de n'importe quel jeu de party, particulièrement de party de famille. Il s'agit du jeu Telestration, donc qui est le jeu du téléphone arabe, mais avec des dessins. Donc on va faire un dessin, on va passer ça à la personne à côté de nous, cette personne-là va essayer de deviner le mot, elle va passer le mot à la personne à côté d'elle pour que cette personne le dessine, et ensuite cette personne-là va le passer à côté pour que cette personne le devine, et ainsi de suite. Donc on va dessiner, deviner, dessiner, deviner à tour de rôle. Et en fait, c'est un jeu dans lequel il n'y a absolument aucun gagnant, absolument aucun perdant. Le seul plaisir, c'est une fois qu'on a terminé, on regarde en groupe de quoi on est parti pour arriver à quoi. On regarde les dessins du monde. Il y a des gens qui dessinent super mal, il y a des gens qui dessinent super bien. Il y a des guests qui sont vraiment très drôles. Donc c'est vraiment, vraiment le fun, en fait. C'est le plus pur jeu. Ah, ben JF, en fait, c'était aussi ton numéro 5. Donc je vais te laisser en parler un peu. Ben oui, c'est vrai, ben oui. Ben écoute, c'est comme tu dis, hein, c'est le genre de jeu que t'as pas besoin d'expliquer vraiment, puis une fois que tu vas avoir fait une partie, tout le monde va vouloir jouer. Je pense que c'est un jeu qui finit très bien les soirées aussi, en fait, qui finit très bien les soirées, mais qui rallonge parce qu'on continue, puis on en fait une autre. Oui, tellement que c'est hilarant, puis tu sais, on se dit, ok, ben... Pour ceux qui l'ont pas joué, qui l'ont pas essayé, peut-être que ça a l'air un peu bizarre puis que ça marchera. Ils ont peut-être pas l'impression que ça marche, mais il faut le jouer au moins une fois pour voir que ça peut marcher avec pas mal n'importe qui. Puis tout le monde peut embarquer, même des plus jeunes. Mais ce qui est le fun, c'est de voir comment toute l'évolution du mot. Puis il y a tellement plein de choses cocasses qui arrivent. Donc ça, c'est un incontournable, en effet. Oui, ben c'est ça, t'as dit ce qu'il y avait à dire sur Telestration, très bon jeu de fête, tout le monde peut jouer, c'est pas compliqué, c'est drôle, y a pas de gagnant, y a pas de perdant, tout le monde s'amuse, vraiment, vraiment très cool. La seule chose que je vous dirais, c'est que assurez-vous que vos crayons fonctionnent. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est toujours dramatique. Des quand crayons tu pointes effaçables. Ah oui, assurez-vous aussi que vos crayons sont effaçables. Surtout. Ben en fait, ça fait le tour de notre top 5, JF. Ben oui. Ça fait d'ailleurs déjà le tour de notre épisode très rapide. Maintenant, on est rendu bon, hein. On fait des épisodes de 1h15 maximum. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est cool. Hey, écoute, ça va bien, hein? Même sans Jimmy. Sans Jimmy, en fait, ça a rétréci nos épisodes. Peut-être qu'on a une petite tristesse à l'intérieur de nous qui nous rappelle qu'on doit être circonscrit et qu'on doit être assez rapide et qu'on doit pas s'éterniser sur des délires. Ben oui, mais surtout qu'on a des pistes, là, tu sais, on va bien arriver à le trouver, là. On a parlé à du monde qui l'ont vu pis tout, là. Ouais, je suis pas encore convaincu que c'était la réalité, mais bon. On va continuer nos recherches. En fait, en ce temps des fêtes, vous êtes beaucoup à nous suivre, mais il n'y en a pas tant qui sont allés nous liker sur Facebook. Si vous ne l'avez pas fait encore, puis ça vous intéresse de le faire, c'est sympa pour nous, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup à nous écouter, mais c'est toujours bon d'avoir un peu plus de likes sur Facebook. Ça nous permet d'augmenter notre visibilité. On veut pas péter trop de likes, mais tu sais, c'est Noël, on demande pas grand-chose. Un petit like, un petit partage. Je veux pour Noël un partage. Ouais, donc c'est pas mal ça. Sur ce, JF, Bon. continuez à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.